et messieurs, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour tous vos élus locaux. Et puis bien sûr, tous ensemble, ne perdez pas votre énergie. Et on veut vous entendre dire « On va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner ». Mesdames et messieurs, merci d'accueillir et de faire un tonnerre d'applaudissements pour la première prise de parole, votre présidente de région, Madame Christelle Morancé. Alors, avant Christelle Morancé, nous allons avoir le président de votre comité de soutien, Monsieur François Blanchet, que je vous demande d'applaudir. Merci. Et qui va vous dire un petit mot. Merci. Bien. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir à Mouilleron-le-Captif pour faire honneur à notre candidate qu'on est très heureux d'accueillir, très heureux d'accueillir ici Valérie Pécresse. Elle est venue parler aux forces vives de la Vendée et je peux vous dire que depuis le début de l'après-midi, elle n'a pas ménagé sa peine, elle n'a pas ménagé son temps pour rencontrer les Vendéennes et les Vendéens. Alors je suis très heureux de l'accueillir ici. Je voulais bien sûr saluer tous les élus qui sont ici. Vous me permettrez d'avoir un petit mot particulier pour notre présidente de région, Christelle Morancé, qu'on est très heureux d'accueillir. Je voulais bien sûr saluer tous les parlementaires, les collègues conseillers régionaux, les conseillers départementaux, tous les élus qui sont ici de notre région. Et puis vous saluer toutes et toutes. Je sais que vous venez des quatre coins de la région, du Maine-et-Loire, bien sûr de Loire-Atlantique, de Vendée, des Deux-Sèvres, mon cher Philippe. Voilà, donc bienvenue à vous toutes et tous. Depuis cet après-midi, eh bien, Valérie a d'abord fait une séquence à Mouilleron, avec bien sûr l'histoire de la Vendée, avec Delattre et Clémenceau, deux grands hommes bien sûr, et puis ensuite elle est venue sur le littoral à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour rencontrer les marins-pêcheurs, pour rencontrer les agriculteurs et pour rencontrer les acteurs économiques de notre secteur et de notre département. Et je peux vous dire qu'elle n'a pas ménagé sa peine, que tout le monde était enchanté de cette séquence, qu'elle a pu discuter, échanger avec les pêcheurs, avec les agriculteurs, une femme enracinée sur le terrain qui connaît parfaitement ces dossiers, bien loin de l'image que voudraient nous montrer certains candidats en manque d'audience. Et je peux vous dire qu'on a une femme ancrée sur le terrain et vous pouvez l'applaudir parce qu'elle connaît ces dossiers par cœur. Et croyez-moi, elle a marqué des points. Et puis, cerise sur le gâteau, elle a même pu goûter la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, n'est-ce pas? Avec un petit verre de vin de Brême, voilà. Et ça, c'était parfait. Voilà, donc merci d'être nombreux. On a besoin de vous pendant cette campagne, on a besoin de vous pendant les semaines qui viennent. Donc, on compte sur vous. Merci, et je laisse la parole à Christelle Morancé. Vous pouvez l'applaudir très fort. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être à vos côtés, d'être à tes côtés, ma chère Valérie. Et puis j'aimerais faire un petit complément parce que je pense qu'il y a aussi dans cette salle des Sartois et des Mayennais. Oui, il y en a. Bien, j'aimerais... Oui, les Vendéens, mais ça a été cité tout à l'heure. Bien, j'aimerais bien évidemment saluer l'ensemble des parlementaires, les députés, sénateurs, saluer tout particulièrement les députés de Vendée, cher Bruno, cher Didier, cher Annick, excuse-moi. Saluer bien évidemment l'ensemble des conseillers régionaux qui sont présents, très nombreux. Saluer... Quelle équipe! Saluer les conseillers départementaux également. Ils sont aussi nombreux. Saluer l'ensemble des maires qui sont présents, l'ensemble des élus. Et vous saluer toutes et tous. Ma chère Valérie, bienvenue. Bienvenue dans la région des Pays de la Loire. Bienvenue ici en Vendée. Tu es dans une région où ici, les hommes et les femmes sont courageux, travailleurs et optimistes.
tu es dans une région où c'est le taux de chômage le plus faible de France. Tu es dans une région où, en 2021, nous avons eu le nombre de créations d'entreprises le plus important de France. Mais tu es aussi dans une région où il y a cet équilibre, réussite économique et grande solidarité. Et ça, c'est une vraie fierté. Et puis, bien évidemment, tu es dans une région où les gens vont de l'avant, aiment ce collectif. Et j'ai le souvenir, pendant cette crise, où on était tous main dans la main, quelles que soient d'ailleurs les sensibilités politiques, pour accompagner, pour aider nos petites entreprises, nos artisans, nos commerçants. Et tu es dans une région à ton image, Valérie, à ton image, et tu es ici, chez toi. Mon engagement en politique, ce n'est pas contre des hommes et des femmes, ce n'est pas contre des idées. Mon engagement en politique, c'est pour, et notamment dans cette campagne présidentielle, c'est pour une femme comme toi, Valérie, qui a du courage, de la détermination, et puis cette envie de faire. Et je vais rajouter, souvent je le dis, cette expression, c'est une femme avec une main de fer dans un gant de velours. Mon engagement, donc, c'est pour une femme, pour des idées. Et des idées que nous partageons toutes les deux. Et notamment, permettez-moi d'évoquer 3 défis. 3 défis qui sont devant nous et je sais qu'ils tiennent particulièrement à cœur. L'emploi. L'emploi, c'est le combat des combats. Nous étions à l'instant à une table ronde à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec des chefs d'entreprise, avec des agriculteurs, avec des pêcheurs. Et tous les jours, on est interpellés par ces entreprises, quelle que soit leur taille, commerçants, artisans, TPE, PME, grands groupes, quel que soit leur secteur d'activité, parce qu'il n'y a plus de métier en tension. C'est partout. Et quel que soit le secteur géographique, où nos chefs d'entreprise, aujourd'hui, peinent à recruter. Et pourtant, le taux de chômage est encore élevé. On n'est pas sur du plein emploi. Le plein emploi, c'est ici, en Vendée, aux Herbiers, avec 3% de chômage. Ce n'est pas à 7 ou 8%. Et ce n'est pas non plus quand un jeune sur 5 aujourd'hui en France est au chômage. Ce n'est pas acceptable. Deuxième défi, c'est celui de la jeunesse. Et je sais que tu le partages, alors c'est peut-être notre côté mère de famille, ou notre volonté aussi d'aller de l'avant, d'agir et surtout de préparer l'avenir, parce que préparer l'avenir, c'est avant tout pour la jeunesse, que je salue et que j'ai vu relativement nombreuse ce soir. Merci de votre présence. Et cette jeunesse, elle est formidable. Il faut lui faire confiance. Bien évidemment, c'est ce que tu proposes, notamment avec les savoirs fondamentaux, notamment au niveau de l'école primaire. Savoir lire, compter, écrire, c'est l'essentiel. Et puis aussi, d'ouvrir le champ des possibles. Il n'y a pas une seule voie, il y en a plusieurs. L'apprentissage, vous connaissez mon engagement sur l'apprentissage. La voie professionnelle, la voie technologique ou générale, quelle que soit la voie, c'est d'ouvrir ce champ des possibles pour la jeunesse. Et puis le troisième défi, la transition écologique. Tu en as parlé tout à l'heure. Et là encore, la transition écologique, ce n'est pas réservé à un parti politique. La transition écologique, c'est notre responsabilité collective. Bien évidemment, l'État, les régions, les départements, le bloc communal, bien évidemment les entreprises, nos agriculteurs qui font déjà un travail extraordinaire, et puis tout à chacun sur des gestes du quotidien. Mais l'écologie que tu portes, toi Valérie, c'est celle de la croissance, c'est celle des projets, et c'est celle qui se fera avec les entreprises. Et puis pour conclure, Valérie, tu peux bien évidemment compter sur chacun d'entre nous pour être à tes côtés. Il ne faut rien lâcher. Il reste que quelques semaines. Vous devez tous vous mobiliser pour faire gagner Valérie. Merci.
Vous pouvez applaudir votre présidente de région, porte-parole nationale de la campagne de Valérie Pécresse, présidente de la région des Pays de la Loire, Madame Christelle Morançais. Et pour accueillir, maintenant vous allez accueillir quelqu'un que vous connaissez bien ici, c'est le sénateur de la Vendée, puis bien sûr président du groupe au Sénat des Républicains. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Bruno Retailleau. C'est loupé, vous auriez dû dire Valérie, Valérie, Valérie. Mes chers amis, merci, vous êtes venus nombreux, plus nombreux que je le pensais, et c'est important, parce qu'on va avoir besoin de vous, de chacun d'entre vous. Je voudrais saluer tous les élus qui sont là, ils sont nombreux. Je voudrais saluer les élus de Vendée, notamment les sénateurs, bien sûr Didier, bien sûr Annick, mais il y a aussi d'autres sénateurs, d'autres départements, je les englobe tous, de la région, mais aussi d'à côté de la région. Bien sûr Christelle, qui vient de nous faire un beau discours. Merci Christelle pour ton optimisme, pour ce vent à la fois féminin, mais aussi qui porte vers l'avenir. Et puis, je voudrais aussi saluer tous les élus municipaux, départementaux, régionaux. Ils sont nombreux aussi. Et bien sûr, les candidats, j'en vois quelques-uns qui seront et qui défendront nos couleurs aux législatives, parce qu'il y a les élections présidentielles, mais il faudra, une fois que Valérie sera élue, lui donner bien sûr une majorité à l'Assemblée nationale, parce que c'est important quand on veut gouverner, bien sûr. Et je compte sur chacun d'entre vous là aussi. Valérie, franchement et vraiment, je suis très heureux de t'accueillir ce soir ici en Vendée. Je suis très heureux de t'accueillir sur un périple qui t'a amené, tu ne l'as peut-être pas vu, mais de Mouilleron à Mouilleron. Mouilleron en Paray, cher Jackie, cher Philippe, à Mouilleron le Captif. En passant par Saint-Gilles, mon cher François, la terre de Vendée, l'enracinement, et puis la mer, le grand large, les horizons qui s'ouvrent, parce que c'est la Vendée. Ce déplacement, cette visite en Vendée, elle a du sens. Elle a beaucoup de sens. Elle a du sens parce que la Vendée, c'est une terre qui a du caractère, comme toi. Ici, on ne faiblit pas. Ici, on ne recule pas. Ici, mes amis, on se bat. On ne lâche rien. Ce sont des qualités qui sont les tiennes, Valérie. Aujourd'hui et demain, tu en auras besoin pour gouverner. Une campagne présidentielle, c'est escalader l'Everest. Tu as ces qualités et j'y pensais dans la voiture en venant. Je me disais que finalement, tu es sans doute la plus vendéenne de toutes les franciliennes et les corréziennes réunies. C'est une grande qualité. Mais puisqu'on t'entoure ce soir, avec tous nos espoirs que tu portes, je voudrais dire que tu incarnes aussi deux exigences. Deux exigences qui nous parlent, à nous les Vendéens, ou même les Ligériens, Christelle. Deux exigences qui nous parlent parce que ce sont celles de la Vendée. La combativité, le courage, mais c'est aussi l'unité française. D'abord la combativité. Mes amis, vous avez pu remarquer ces derniers jours que de tous les candidats, la plus attaquée, c'est Valérie Pécresse. Mais finalement, je sais, c'est dur et c'est violent. Et c'est brutal. Mais tu t'y attendais. Mais c'est finalement normal et, pardon, presque rassurant. Parce que c'est toi qui, auprès de tous les autres candidats, représente le principal danger. Le danger pour Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. C'est le danger d'une retraite. C'est le danger d'une retraite anticipée, mes amis. Parce qu'il sait parfaitement, le président de la République, que tu es la seule à pouvoir le battre en duel dans un second tour. La seule. Mais tu es aussi le danger pour Marine Le Pen et pour Éric Zemmour, bien évidemment.
Tu représentes pour eux le danger de la crédibilité face à leur démagogie qui n'a pas de borne. De Marine Le Pen, on le savait, elle nous a tout fait. Sur l'euro, sur les retraites, j'en passe et des meilleurs. Je ne sais d'ailleurs plus trop quoi vous dire sur son propre programme. Mais Éric Zemmour, je m'étais dit, c'est un intellectuel, il va se tenir à l'écart de ses facilités. Et puis non, il y cède lui aussi. Un exemple, 10 000 € par enfant né dans la ruralité. Moi, je suis un enfant de la ruralité. Mais, mes chers amis, on a du bon sens. Est-ce que vous croyez qu'il est plus facile, quand on est mère de famille avec un petit salaire, d'élever un enfant dans une ville? Non, c'est toujours la même difficulté. Et moi, je me bats pour, comme toi d'ailleurs, pour une vraie politique familiale, pour ce qu'on appelle l'universalité des allocations familiales. Qu'on soit en ville, un enfant né en ville ou un enfant né en campagne, il a les mêmes droits parce que les familles doivent les élever avec le même courage. Alors oui, tu es dans cette campagne la femme à abattre. La cible principale, je ne veux pas dire que ça me plaît. Mais ce qui me plaît, c'est te voir résister dans l'adversité. Là, il y a quelque chose de vendéen, j'en parlerai tout à l'heure, c'est un peu le message de Mouilleron en Paray avec Clémenceau et Jean Delattre. Mais c'est aussi le courage des Vendéens, tu sais Valérie. Et si je suis à tes côtés, c'est parce que j'ai toujours considéré qu'en politique, le courage, c'était la toute première qualité. Parce que c'est ce courage, c'est cette qualité qui rend possible toutes les autres qualités. Vous pouvez être intelligent si vous n'avez pas le courage, ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir fait les plus belles études sans courage, ça ne sert à rien. Oui, le courage, c'est ce qu'on demande à une femme politique ou à un homme politique, notamment quand tu vas devoir relever un pays qui a été si abîmé par le quinquennat d'Emmanuel Macron. Le courage, c'est le courage de dire et c'est le courage de faire. Le courage de dire la vérité sur le bilan d'Emmanuel Macron. Je ne veux pas être long. Voilà un homme qui nous avait promis de tout changer. Il aura tout continué parce qu'il n'a rien réformé. Tous les présidents de la République avant lui, depuis 30 ans, ont fait une réforme de retraite pour garantir le pouvoir d'achat des retraités. Il est le seul, depuis 30 ans, à ne pas avoir eu ce courage. Il l'appelait la mère des réformes. Eh bien, cette mère des réformes, il s'est couché. Il ne l'a pas faite. Voilà un homme qui nous avait promis un monde nouveau, une cure de jouvence. Jeune il était. Et qui, à la première difficulté, a ces vieux réflexes, ces vieilles ficelles qu'utilise la vieille garde politicienne française depuis des décennies. Dès qu'il y a un problème, il y a de la dépense publique. Dès qu'il y a une crise, il y a un artifice de communication. C'est ça le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et il faudra le dire, il faudra le dénoncer. Tu es la seule à avoir ce courage. Toi, tu as le courage justement de dire que tant qu'on dépensera toujours plus, tant qu'on travaillera toujours moins, on ne pourra pas sortir la France de son déclin, de son déclassement. Et toi seul, tu as le courage de dire aussi aux Français, avec franchise, de dire aux Français que tant qu'on accueillera toujours plus, qu'on assimilera toujours moins, tant qu'on ne relèvera pas la fierté française dans le cœur de chaque jeune Français, eh bien on ne soignera pas cette angoisse française, cette angoisse qu'ont les Français du bas, des classes moyennes, populaires, de la grande dépossession culturelle, identitaire. Merci de le dire, merci de porter ce message, Valérie. Le courage de dire et le courage de faire. Parce qu'on en a marre des bonimenteurs. Ces bonimenteurs qui n'ont pas ce courage de faire ce que tu veux faire. Parce que pour eux, ils ont des mots forts à proportion que leurs actes sont faibles, bien sûr. Mes amis, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez un président de la République qui fait des grands discours tonitruants contre l'islamisme et qui, à la moindre difficulté, qui, lorsque le Sénat, cher Didier, cher Annick, vote un amendement pour interdire le voile sur les terrains de sport parce qu'on considère que l'olympisme, que le sport,
c'est un rêve d'égalité, c'est un rêve d'universalité. Eh bien, dès que nous votons, lui, Emmanuel Macron, refuse cet amendement. Est-ce que vous préférez ce président de la République ou est-ce que vous préférez cette présidence de région qui, avec courage, a interdit chez elle le burkini? Dites-moi. Alors, si vous en avez assez de tous ces hommes qui glosent, si vous voulez une femme qui ose, si vous voulez une femme, une présidente qui fasse le job, plutôt qu'un président qui fasse le show, si vous en avez assez de ces bonimenteurs, de ces beaux parleurs qui sont bien souvent de tristes acteurs, alors vous êtes venus au bon endroit. Bienvenue ici, à Mouilleron, autour de Valérie Pécresse. Choisissez Valérie Pécresse. Son tour viendra, son tour viendra. Le courage, c'est-à-dire la combativité, mais aussi l'unité. Tu n'es pas seulement, Valérie, une faiseuse. Tu es aussi une combattante, mais tu es aussi une rassembleuse. Tu es une rassembleuse parce que tu as compris ce qu'était la France. La France qui est une œuvre, mes amis, collective, une œuvre ancienne, comme le disait le général de Gaulle, une œuvre qui nous vient du fond des âges, mais une œuvre fragile. Une œuvre fragile qu'on doit préserver. Une œuvre fragile parce que la France est un combat toujours recommencé contre la tentation des divisions. Et c'est au fond le message que nous adressent les hommes de Mouilleron en Paray, Clémenceau et Delattre, ce visage natal qui les a vus naître tous les deux. Deux grandes figures vendéennes, mais surtout deux traditions françaises, si différentes. L'une blanche, l'autre bleue. L'un croyait au ciel et l'autre n'y croyait pas. Une tradition de plumes, une tradition d'épée. Et pourtant une seule France, un seul amour de la France. Le même patriotisme exigeant, incandescent, qui porte et qui proclame l'amour des siens, mais qui refuse la haine des autres. C'est notre idéal à nous, Vendéens, Français. C'est cet idéal qu'un jour, le jour de la victoire de 1918, à la tribune de l'Assemblée nationale, Clémenceau avait, en s'écriant, en s'époumant, décrit sur l'idéal français. Hier, soldat de Dieu, aujourd'hui, soldat de l'humanité, la France sera toujours le soldat de l'idéal. Et c'est ce que nous voulons, à tes côtés, relever, retrouver, ma chère Valérie, cet idéal français, cet idéal qui nous manque tant. Pour terminer, ce que je veux dire est, de façon solennelle ici, au centre de la Vendée, géographique et historique. On dit souvent qu'une élection présidentielle, c'est la rencontre d'une femme que tu es, d'un peuple que tu aimes, le peuple français. Je pense que pour cette élection, ce sera beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Ce sera sans doute la rencontre du peuple français avec son destin. Mes amis, quel destin choisissons-nous? Quel peuple voulons-nous être? Un peuple en déclin, un peuple de rien, un peuple qui ne réformerait rien, un peuple qui ne se reconnaîtrait dans rien, ni dans son histoire, ni dans sa culture, un peuple qui pèserait pour rien dans le monde, mais pour rien non plus en Europe, en Afrique. Ou est-ce que nous voulons, avec Valérie, être à nouveau ce grand peuple de France, libre, fier, qui puise dans ses racines, dans son identité aussi, la force de s'élancer, de se porter à l'avant-garde de la modernité. Parce que notre France à nous, ça n'est pas un chagrin. Notre France à nous, ça n'est pas une nostalgie. La France que nous voulons avec Valérie, la France que nous aimons, c'est bien sûr la France de Clovis, de Saint-Louis, la France de Clémenceau, la France de Zola aussi,
mais aussi la France de Péguy. La France que nous voulons et celle que nous aimons. C'est bien sûr Jaurès, mais c'est pour nous, dans notre famille politique, le général de Gaulle. C'est aussi la France de tous les artistes, la gouaille de Piaf, la gueule de Gabin, peut-être aussi les mélodies aujourd'hui de Clara Luciani qui vient de remporter les victoires de la musique. C'est ça notre France à nous, c'est celle qui nous porte. C'est la France dont tu veux relever la fierté, cet idéal français. Alors avec toi, mes chers amis, dans quelques semaines, ça ne doit pas être ni les médias ni les sondeurs qui doivent faire cette élection. C'est chacun d'entre vous. Vous personnellement, vous avec vos voisins, vos amis, dans vos familles. Nous allons emmener vers la victoire Valérie, parce qu'elle le mérite, parce que ce message qu'elle porte, c'est un message d'espérance, c'est le message de la France. Merci à toi Valérie. Vous pouvez applaudir Monsieur Bruno Retailleau, que vous connaissez bien. Et maintenant, je vous demande de vous lever pour faire un triomphe à une femme authentique, solide et qui sera la prochaine présidente de la République. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Madame Valérie Pécresse. Valérie, 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 Valérie. Merci, merci mes chers amis, merci à tous. Alors j'ai un petit pense-bête quand même, hein, parce que pour remercier tous ceux qui sont venus à mes côtés aujourd'hui ici en Vendée. Et d'abord, je voudrais remercier Bruno Retailleau pour son accueil et son formidable discours. Moi, ce que j'aime chez Bruno, vous savez, ce que j'aime chez Bruno, c'est sa solidité, c'est sa fidélité, c'est son amitié. Et c'est ses convictions. Parce que vous savez, quand on n'a pas de convictions, on est comme la plume au vent. Et des convictions chevillées au corps, Bruno les a. Il a un enracinement dans cette terre de Vendée, mais il a aussi cette intelligence de ceux qui ont beaucoup lu, de ceux qui ont beaucoup écrit. Et vous le savez, il défend des valeurs qui me sont chères, des valeurs d'ordre et des valeurs de liberté. Et je voulais te dire, Bruno, que je suis très touchée et très sensible de ton amitié, de ta fidélité. Alors, Bruno a des valeurs, mais votre présidente de région, Christelle Morancet, en a aussi. Et surtout l'envie chevillée au corps de faire de votre région la plus belle de France. Et vous la connaissez, rien ne l'arrêtera. Alors, je ne vais pas me prononcer sur le fait de savoir si les Pays de la Loire sont la plus belle région de France, parce que je ne vais pas me faire des ennemis ce soir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a dit, plus faible taux de chômage de France. Et puis, une région absolument magnifique, une région industrielle, une région entreprenante, une région côtière, une région avec des paysages, une région avec la douceur de vivre. Donc, effectivement, tu as beaucoup de chance, Christelle. Mais vous savez, depuis quelques jours, il semble que je sois la femme à abattre. Il semble que je sois terriblement attaquée. Vous savez, dans les campagnes, et la campagne présidentielle est la plus difficile, dans les campagnes, il y a des bourrasques. Il y a des bons, il y a des mauvais moments. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis comme un marin vendéen. Je suis comme un marin vendéen, et moi, je trace ma route. Et quand le vent est contraire, eh bien, je continue et je ne dévie pas de mon cap. Alors il y a certains qui voudraient me caricaturer, qui voudraient faire de moi un portrait qui n'est pas le mien. Et c'est assez intéressant parce que je crois, Christelle, que ça t'est arrivé aussi. Et je crois que pendant les régionales, toi aussi, on a voulu expliquer que tu n'étais pas la femme que tout le monde ici connaît. Et tu as eu une réaction d'indignation très forte qui a touché tous les habitants des Pays de la Loire. Et tu as dit, je ne suis pas cette femme-là. Et je vous mets au défi, choisissez quelqu'un d'autre. Et je crois que ça a été un cri qui a été entendu dans toute la France.
Et je crois que ça a été le début d'un vrai sursaut des électeurs des Pays de la Loire qui se sont dit « Mais pourquoi on l'attaque et pourquoi on la caricature ?» Alors aujourd'hui, moi je vous le dis, moi j'ai des convictions. Je suis une gaulliste, vous me connaissez. Je suis une gaulliste sociale. Ça veut dire quoi, être une gaulliste sociale? Ça veut dire aimer passionnément la France et détester viscéralement les injustices. Eh bien voilà, Valérie Pécresse, c'est ça. Alors voilà, aujourd'hui, il y a de nombreux élus qui sont venus et je voudrais vraiment tous les remercier. Remercier Didier Mandelli, le sénateur de la Vendée, avec lequel je travaille sur les transports. Remercier Philippe Moulier, fidèle des fidèles et qui est notre meilleur spécialiste du handicap. Nous sommes venus ensemble, Philippe, il y a quelques mois ici en Vendée, pour rendre hommage aux missionnaires, aux pères-mères qui venaient de se faire assassiner. Et nous nous sommes déroutés, nous étions dans le Marais de Poitevin, et nous nous sommes déroutés pour venir lui rendre hommage. C'était un moment extrêmement émouvant. Et nous avons rencontré sa famille, et nous avons vécu la douleur de cette famille face à ce crime absolument abject. Et nous avons vu aussi la solidarité de la communauté vendéenne et à quel point en Vendée, tout le monde se tient les coudes et à quel point tout le monde est solidaire. Alors, merci Philippe, merci à Laurence Garnier, sénatrice de la Haute-Loire, qui est ma porte-parole régionale. Merci à Stéphane Piednoir, qui lui aussi est mon orateur, sénateur du Maine-et-Loire. Merci à Louis-Jean de Nicolaï, qui nous vient de la Sarthe. À Anne-Laure Blin, députée du Maine-et-Loire. À Gilbert Favreau, sénateur des Deux-Sèvres. Merci aux anciens parlementaires, Dominique Caillot, Louis Guédon, André Triard, qui sont parmi nous aussi. Merci à Franck Louvrier, qui nous vient de la Baule, et merci à tous les maires de Vendée, et à François Blanchet, qui nous a accueillis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et merci d'être tous autour de moi ce soir. Alors j'étais ce matin, vous le savez, dans un petit village vendéen. Et sans ce petit village vendéen sont nées deux grandes figures de l'histoire de France. Georges Clemenceau et le maréchal de Lattre de Tassigny. Et ils incarnent ensemble, ils incarnent la France. Ils incarnent, comme l'a dit Bruno Retailleau, ceux qui croient au ciel, ceux qui n'y croient pas. Ils incarnent la France bleue, la France blanche. Mais surtout, ils incarnent le courage de ces hommes qui savent que la victoire s'arrache à la toute fin. Le père la victoire, Clemenceau, le maréchal de Lattre, de Rhin et Danube, ce sont des combattants. Vous savez ce que disait Clemenceau? Il disait « Moi, je veux que la République se défende, mais pas par les gesticulations et les vociférations. » Eh bien, on va laisser gesticuler et vociférer les commentateurs. Et nous, on va proposer un vrai projet pour la France. Et je vous le dis, Vendéens, vous qui êtes un peuple de navigateurs, vous qui êtes un peuple d'entrepreneurs, vous qui êtes un peuple de combattants, vous qui êtes un peuple de France, nous allons ensemble, ce soir, parler de notre France. Alors, parler de la France, c'est voir une France qui est à la croisée de son destin. Là aussi, Bruno l'a dit, à la croisée de son destin. Est-ce que demain, nous serons encore la 7e puissance mondiale? Nous avons déjà reculé d'une place. Est-ce que nous serons encore la 7e puissance mondiale? Est-ce que demain, nous serons encore une puissance souveraine? Ou bien est-ce que nous serons vassals des États-Unis, comptoirs de la Chine? Aujourd'hui, la question, c'est que sera la France? Quelle sera sa place demain? Et que seront les Français? Est-ce que nous aurons encore notre mode de vie? Est-ce que nous serons encore unis? Est-ce que nous serons encore une nation avec des Français qui veulent vivre ensemble et avoir un destin commun? Vous vous souvenez de ce qu'a dit Gérard Collomb? Il a dit aujourd'hui,
Les Français vivent côte à côte. J'espère que demain, ils ne vivront pas face à face. Alors le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons François Hollande et Emmanuel Macron qui ont laissé depuis 10 ans s'abîmer la France. S'abîmer la France avec une dette colossale qu'Emmanuel Macron veut léguer à nos enfants. Ce matin, un rapport de la Cour des comptes qui a dit que cette dette, il fallait qu'on commence à la rembourser. On est en train aujourd'hui de transférer nos dépenses sur nos enfants. C'est complètement amoral. La dette, la perte de compétitivité de la France, un rapport hier qui a montré que notre pays perdait sa compétitivité. Et puis, il y a l'école de la République qui se fissure, la santé qui est à bout de souffle, et puis il y a la montée des violences, et puis il y a aussi ces flux migratoires incontrôlés qui sont une vraie bérésina migratoire. Et on le sait bien, une immigration incontrôlée et une intégration ratée, ça peut disloquer une nation. Alors oui, mes amis, il va falloir refaire nation. Et moi, je vous propose un projet qui s'appelle Nouvelle France. Nouvelle France parce que la France est éternelle, mais nouvelle parce que le monde de l'après-Covid ne sera pas le même que celui d'aujourd'hui, parce que les Français aspirent à un nouvel élan, parce que les Français aspirent à de nouvelles libertés, et je crois qu'il va falloir que nous les leur donnions. Alors ma nouvelle France, elle est souveraine, elle se dresse droite dans la compétition mondiale des nations. Ma France, elle est souveraine et elle ne se laisse pas humilier en Russie, en Australie ou au Mali. Ma France, elle dit qu'au Sahel, la mission de lutte contre l'islamisme n'est pas terminée et que, certes, nous avons 58 soldats qui ont payé le prix du sang pour protéger le Mali, mais que nous ne pouvons pas rester dans un pays qui ne veut pas de nous. Alors on va réorganiser la mission, on va la réorganiser au Sahel. Nous resterons au Sahel pour protéger le continent africain et par-delà protéger le monde. Et nous rendrons hommage à nos soldats parce que c'est eux qui protègent à la fois l'Afrique, mais aussi qui nous protègent. Alors notre France, elle sera souveraine. Elle sera souveraine dans son agriculture. Elle sera souveraine dans son industrie. Notre France, je la veux souveraine, y compris quand nous écoutons nos pêcheurs qui nous disent que le Brexit les a spoliés de leurs droits de pêche. Je ne laisserai pas tomber les pêcheurs de Vendée. Et nous irons dire aux Britanniques qu'on ne peut pas trahir des engagements quand on les prend. Alors notre France, elle sera souveraine aussi à ses frontières. Vous le savez, moi je crois qu'il va falloir prendre des mesures très importantes. Je ferai voter un référendum, une loi sur l'immigration. Et dans cette loi, il y aura des quotas migratoires. C'est quoi le principe ? Eh bien, le principe, c'est un pays qui ne reprend pas ses clandestins, c'est 0 visa. 0 visa. Et on choisit qui on accueille. On choisit qui on accueille. Le Parlement, chaque année, votera le nombre de visas qu'on donne à chaque pays, mais avec ce donnant-donnant. Et par ailleurs, pour venir en France, pour être accueilli en France, il faudra passer un examen de français. Et il faudra prouver son adhésion aux valeurs de la République, parce que nous devons accueillir des étrangers qui viennent parce qu'ils nous aiment et parce qu'ils veulent s'intégrer. Et puis, la souveraineté, c'est aussi de l'ordre dans la rue. Toutes les figures d'autorité, mes chers amis, aujourd'hui sont bafouées dans notre pays. Ce sont les maires, ce sont les professeurs, ce sont les pompiers, ce sont les forces de l'ordre. Alors oui, Emmanuel Macron a failli quand il a admis qu'il y avait des violences policières. Un président ne devrait jamais dire ça, parce que c'est admettre que la police est violente. Non, notre police n'est pas violente. Il peut y avoir des dérapages individuels, mais notre police
est l'une des plus contrôlées du monde. Donc ça n'est pas acceptable de dire ça. Et ça mine évidemment l'autorité de nos forces de l'ordre. Alors moi, je vous le dis, je serai indéfectiblement au soutien de nos forces de l'ordre. Et je mettrai en œuvre un vrai plan Orsec pour notre justice. Parce que le vrai problème aujourd'hui de la France, c'est la justice qui est noyée, qui n'arrive plus à juger dans les délais. Il y a des années de délais judiciaires aujourd'hui. On a besoin d'un plan Orsec pour notre justice. On a besoin de recruter des milliers de magistrats. On a besoin de créer des milliers de places de prison. Aujourd'hui, une vraie politique de sécurité, ça ne peut pas être une politique sans sanctions. Sanctions rapides, sanctions exécutées. Impunité zéro, c'est mon projet. Quand le président de la République est giflé, c'est comparution immédiate, incarcération immédiate. Eh bien moi, je voudrais que le même degré de sécurité soit apporté à tous les Français. Alors, une France souveraine, c'est aussi une France qui prend à bras le corps la situation de l'école. L'école, c'est la fabrique de la France. L'école, c'était notre fierté. Et aujourd'hui, c'est notre défaite. On a laissé depuis des années baisser le niveau de notre école. Et aujourd'hui, elle est devenue une école des inégalités scolaires, les plus grandes d'Europe. Nous sommes un pays d'immobilité sociale. Il faut 6 générations à un fils d'ouvrier aujourd'hui pour devenir cadre. C'est ça la situation. Est-ce qu'on se résigne à cette situation? Est-ce qu'on se résigne à cette immobilité sociale? Moi, jamais. Jamais. Alors, on va faire la nation éducative. La nation éducative, c'est un projet où je vais vous demander tous de vous mobiliser pour notre école. Je veux un sursaut national et ça commencera par des fondamentaux. Lire, écrire, compter, les mathématiques, le français, avec un examen à la fin du primaire, avant l'entrée en 6e pour vérifier que tout va bien. Et on mettra fin au collège uniforme. Parce que le collège uniforme, eh bien, c'est le creusement des inégalités. Ceux qui n'arriveront pas à passer correctement l'examen à l'entrée en 6e rentreront dans des 6e de consolidation. Et ils referont du français et des maths. Parce que ça ne sert à rien d'apprendre la physique et l'anglais à des enfants qui ne savent pas lire, écrire, compter. Il ne faut pas les emmener vers l'échec. Et puis, on revalorisera les filières professionnelles. Tout à l'heure, j'étais avec des PME de Vendée qui me disaient qu'à la fin de la 3e, ils veulent que les jeunes puissent rentrer en apprentissage. Ils ont souvent 14 ans et aujourd'hui, ce n'est pas légal de les faire entrer en apprentissage. On ne peut pas faire attendre un jeune qui est motivé et qui a envie. Il faut qu'on puisse leur permettre d'aller en apprentissage sous statut scolaire. Et puis, on confiera aux régions l'enseignement professionnel parce qu'il faut revaloriser cet enseignement professionnel en lien avec les entreprises d'un territoire. Et les régions sauront le faire. Elles sauront orienter les jeunes. Et puis, comme je veux que chaque enfant de France ait sa chance, quelle que soit son origine, quel que soit son milieu social, eh bien, nous créerons une réserve éducative nationale. Nous ferons revenir des professeurs retraités, nous ferons revenir des étudiants et nous leur demanderons, nous les rémunérerons pour qu'ils puissent faire du soutien scolaire gratuit pour les familles. Je veux l'égalité des chances et l'exigence. C'est ça l'école de la République. Alors, dans cette nouvelle France souveraine, il y a des choses qu'il va falloir protéger. Il va falloir protéger l'écologie, l'environnement, notre planète. Et oui, les jeunes nous le disent, l'urgence climatique, nous devons être au rendez-vous. Alors là encore, Emmanuel Macron a failli. Aucun des objectifs des accords de Paris n'est respecté aujourd'hui par la France. Or, quand on est amoureux de la France, on est amoureux de ses paysages, on est amoureux de sa nature, de sa faune, de sa flore. On sait que la planète, on n'en hérite pas, on l'emprunte à nos enfants.
Il va falloir la leur rendre, et la leur rendre plus belle, la leur rendre intacte. Et je sais, Bruno, que tu es profondément attaché à cette idée de l'écologie comme une valeur. L'écologie, c'est une valeur, c'est pas une idéologie. C'est pas une idéologie. L'écologie, c'est des solutions, c'est pas une punition, c'est pas des interdictions. Et moi, jamais je n'opposerai l'écologie à l'économie et jamais je n'opposerai l'écologie à l'homme. Voilà, nous allons défendre une vraie écologie humaniste. Et ça, il faut la protéger. Protéger l'écologie, protéger l'environnement, protéger la planète, protéger aussi notre santé. Protéger notre santé. Aujourd'hui, mes chers amis, 5 millions de Français vivent sans médecin traitant. C'est ça la situation de la France. Nous sommes devenus un désert médical. Nous avons moins de 100 000 généralistes. Alors, il va falloir, là aussi, complètement reprendre les choses en main. Et là aussi, c'est toujours et encore le bilan d'Emmanuel Macron, ce bilan auquel il veut échapper. Mais nous allons réparer notre santé. Alors oui, comment nous allons faire? Eh bien, nous allons faire un choc de formation, former beaucoup plus de professionnels. Je veux 25 000 soignants de plus à l'hôpital. Je veux que les médecins généralistes ils fassent une 4e année d'études de spécialité et qu'on ait près de 4 000 jeunes généralistes qui arrivent dans les territoires carencés pendant 1 an dans les maisons médicales pour venir s'occuper des Français. Et puis, je veux aussi faire des alliances territoriales de santé. Je veux que les régions soient en charge avec les départements et qu'on fasse travailler ensemble tous les professionnels de santé, l'hôpital public, l'hôpital privé, les médecins, les dentistes, les infirmiers, les sages-femmes, et puis qu'on leur confie plus de responsabilités. Vous savez, il n'y a pas de désert pharmaceutique en France. Donc ça veut dire qu'on peut aussi confier des missions aux infirmiers expérimentés, aux pharmaciens, aux sages-femmes. Il faut faire confiance, il faut déléguer, il faut sauver notre santé. Et puis, il va falloir aussi protéger la famille. La famille, c'est une valeur qui a été redécouverte pendant cette pandémie, redécouverte par tous les Français. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le lieu de l'affection. Et que quand on est malade, eh bien, on s'en rend encore plus compte à quel point nos proches comptent pour nous. Et il y a eu ce drame qu'ont vécu tous les Français, de ne pas pouvoir aller voir leurs aînés pendant la crise, pendant le confinement, et parfois même ne pas pouvoir les accompagner, ceux qui sont partis. Eh bien, moi, je vous le dis, plus jamais aucun Français, quelle que soit la situation sanitaire, ne sera privé d'aller embrasser nos aînés. Alors oui, je veux être la candidate des familles, chers amis, je pense que je vais être la seule, parce que François Hollande et Emmanuel Macron ont détricoté la politique familiale, qu'on fait maintenant 10% de bébés en moins qu'il y a 10 ans. Or, moi, je veux que dans cette nouvelle France, cette France de l'après-Covid, les jeunes osent, qu'ils osent entreprendre, qu'ils osent faire des études, qu'ils osent acheter un logement. Je ferai des prêts à taux zéro sur tout le territoire pour les aider à venir dans les bourgs, dans les villages. Il y a une nouvelle aspiration à une nouvelle qualité de vie aujourd'hui chez les jeunes. Je veux l'encourager. C'est une chance extraordinaire pour la ruralité. Ça va permettre de rénover tous nos centres-bourgs. Et c'est ça, une ruralité vivante, une ruralité vibrante. Donc on va aider nos jeunes à réaliser leurs projets. Et parmi les projets, il y a aussi celui de fonder une famille. Et pour ça, eh bien, on va les aider. On va les aider financièrement avec des allocations familiales universelles dès le premier enfant. Et puis, la famille, c'est aussi nos aînés. Et là aussi, on ne peut pas rester sans rien dire face au scandale absolu de la gestion de certains EHPAD. Comment en est-on arrivé là? La question mérite une enquête
approfondies et des sanctions exemplaires qui devront être prises. Alors, quelle est la solution? Eh bien, travailler beaucoup plus sur le maintien à domicile. Parce que la plus grande partie des Français, s'ils le peuvent, préfèrent rester chez eux. Mais pour qu'ils puissent rester chez eux, eh bien, il faut qu'ils en aient les moyens. C'est pour ça que nous doublerons les crédits d'impôt pour les emplois à domicile, pour permettre aux jeunes de faire garder leurs enfants, pour permettre aux familles de faire garder leurs enfants handicapés, mais aussi pour permettre à nos aînés de rester chez eux le plus longtemps possible. Alors, mes chers amis, dans la nouvelle France que je veux, il faut aussi que l'on libère les énergies. Libérer les énergies. Libérer d'abord de la bureaucratie. Libérer des normes. Vous savez qu'il y a 400 000 normes qui empêchent les Français de construire, d'entreprendre, d'innover. Ce n'est pas un hasard, hein, vous savez, s'il n'y a pas eu de vaccin français. Alors qu'on a un entrepreneur français qui a été créé, Moderna, aux États-Unis. Il n'y a pas eu de vaccin français parce que la France, elle est trop bureaucratique. Et que quand on veut innover, on nous impose tellement de procédures, tellement d'autorisations qu'on finit par baisser les bras. Donc il va falloir débureaucratiser. C'est un combat que nous menons avec les sénateurs. Il faudra enlever toutes ces normes. Le chancelier allemand, M. Scholz, a prévenu qu'il allait diviser par deux la durée des procédures administratives dans son pays. S'il y arrive, et que nous, on ne le fait pas, hein, la compétitivité de la France, vous imaginez? Bon, on a déjà un rapport qui nous dit à quel point on n'est pas compétitif. Vous imaginez ce que ce serait si on laissait faire. Il va falloir prendre le pouvoir, il va falloir libérer les énergies, puis il va falloir libérer le travail. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un vrai doute des Français sur le sens de leur travail. Un vrai doute parce qu'avec le prix de l'essence, un vrai doute parce qu'avec le coût de la vie, un vrai doute parce qu'avec les revenus d'assistanat qui sont tellement élevés, ils se disent, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller travailler? Alors moi, je veux que le travail paye. Je veux que le travail paye plus que l'assistance. Je veux que tous les Français qui se lèvent, cette France qui travaille, eh bien, elle se reconnaisse et qu'elle sache qu'elle est comprise, parce qu'elle est le cœur battant de la nouvelle France. Et on va libérer le travail. D'abord, on va augmenter de 10% les salaires sur le quinquennat. On commencera cet été avec 3% de suppression de charges de cotisation retraite, parce que je veux que les Français aient un geste, un signal, qu'on leur dise « votre travail, ça vaut le coup ». Et puis, on libérera totalement les heures supplémentaires sans plafond. On permettra de transformer les RTT en salaires et les entreprises pourront les racheter sans charge sociale. Et puis, je vais libérer aussi le cumul emploi-retraite pour tous ceux qui le souhaitent, parce qu'on a besoin de la force et de la vigueur de nos jeunes retraités. Et puisque je parle de retraités, c'est indigne que les retraites aujourd'hui ne soient pas indexées sur l'inflation et pire, les complémentaires soient désindexés. C'est indigne que les retraités aient été ainsi privés de pouvoir d'achat pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais c'est assez logique, mes chers amis, c'est assez logique. Pourquoi ? C'est parce qu'il n'a pas eu le courage de réformer notre pays. Il n'a pas eu le courage de faire la réforme des retraites. Et sans réforme, il n'y a plus de pouvoir d'achat des retraités. Donc nous ferons la réforme des retraites. Nous la ferons nous la ferons et les Français travailleront jusqu'à 65 ans, sauf ceux qui sont usés par le travail. Et grâce à cette réforme, nous pourrons à la fois augmenter le pouvoir d'achat des retraités, mais nous pourrons garantir à tous les retraités qui ont travaillé toute une vie une retraite au moins égale au SMIC. Et puis grâce à cette réforme, nous pourrons aussi garantir aux femmes qui n'ont pas eu de carrière complète, parce qu'elles ont dû élever des enfants, parce qu'elles ont aidé leurs conjoints,
À ces femmes qui n'ont pas eu une carrière complète, nous garantirons une pension de réversion, non plus de 54%, mais de 75%. Et puis, il y a un dernier sujet très sensible, c'est la question des enfants en situation de handicap. Beaucoup trop de nos retraités craignent de laisser, après leur départ, un enfant handicapé. Ces retraités qui n'ont pas de biens, qui n'ont pas d'héritage et qui se disent que va devenir notre enfant après. Eh bien, pour ces enfants, nous leur garantirons qu'ils toucheront la pension de réversion du dernier parent survivant. Comme ça, leurs parents seront sereins et seront tranquillisés. Alors oui, mes amis, il va falloir faire des réformes. Oui, il va falloir dépenser moins, dépenser mieux, et il va falloir travailler plus. C'est des vérités qui ne sont pas bonnes à entendre. Beaucoup de Français me disent « Oh là là, c'est pas populaire de dire ça ». Il ne faut surtout pas le dire. Il ne faut surtout pas dire les choses qui fâchent. Il vaut mieux dire, comme Emmanuel Macron, qu'on peut continuer à faire des chèques, qu'on peut continuer à faire de la dette, et que ça ne se transformera jamais en impôt. Moi, je vous le dis, Emmanuel Macron va annoncer sa candidature. Il ferait mieux de présenter l'addition. Parce qu'avec Emmanuel Macron, l'addition, ce sera après les élections. Alors oui, voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous proposer comme premier projet, avant que nous ayons le temps d'échanger ensemble, puisque je crois que c'est le format de ce soir, que vous avez envie de me poser des questions, peut-être même que vous les avez préparées à l'avance. Mais je voudrais dire un dernier petit mot sur quelque chose qu'il va falloir qu'on protège comme un trésor dans la nouvelle France. Il va falloir qu'on protège notre histoire et notre culture. Notre histoire et notre culture, parce que ce sont elles qui font ce que nous sommes. Alors oui, ici, sur la terre de Clémenceau, sur la terre du maréchal de Delattre, je veux qu'on se dise que nous ne devons pas nous excuser d'avoir eu des héros. La France est belle, notre histoire est belle, elle est lumineuse. Et moi, j'accuse Emmanuel Macron d'être tombé dans la repentance et d'avoir accusé la France d'un crime contre l'humanité qu'elle n'a jamais commis. Et je le dis, oui, il y a une culture française. Et cette culture française, nous allons la transmettre à tous nos jeunes dès l'école. Et je veux que chaque école ait un projet artistique et culturel. Je veux qu'on protège notre patrimoine. Je veux que dans la nouvelle France, notre culture rayonne. Et je veux surtout que notre jeunesse soit fière, qu'elle soit fière d'être française. Je veux que cette jeunesse, elle n'ait pas peur. Je veux qu'on l'accompagne dans ses projets. Je veux que cette jeunesse, elle rayonne. Je veux que le nom de la France résonne. Je veux aujourd'hui, mes chers amis, vous emmener dans un projet de nouvelle France. Vive la République et vive la France! C'est tellement mieux quand c'est naturel. La parole est aux questions. La parole est aux questions de la salle. Le micro est parti. Il y a un monsieur qui est là. Oui, bonjour. Bonjour. Les problèmes sont souvent des problèmes de gouvernance. La France a un gros problème de gouvernance. La Constitution de 1958 a défini un régime parlementaire. Il y a donc un président de la République, un Premier ministre qui n'est pas l'employé du président de la République et un Parlement. Or, aujourd'hui, le pouvoir est complètement déséquilibré aux mains du président de la République et de ses conseillers. Le gouvernement est devenu simplement un exécutant. C'est une évolution qui n'est pas nouvelle, mais c'est aggravé avec M. Sarkozy, d'abord, il faut le dire, et ensuite avec M. Macron.
Donc aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance qui fait que les réformes que vous avez évoquées ne peuvent pas se faire parce qu'un homme seul ou une femme seule ne pourra pas tout seul, s'il n'a pas la légitimité d'être appuyé sur une majorité présidentielle au Parlement et de pouvoir négocier et avoir des décisions qui soient un peu collectives, pouvoir faire passer cette légitimité. Et donc la Constitution du général de Gaulle de 58, avec un président qui fixe effectivement les grandes orientations, qui a la stratégie, mais un gouvernement qui gouverne, c'est l'article 20 de la Constitution, et un Premier ministre qui dirige l'action du gouvernement. Et donc la question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez l'intention, si vous êtes élu, de respecter la Constitution ? Alors, deux choses. D'abord, je pense que nous avons une présidence essentiellement bavarde. Tout a été dit, et d'ailleurs le contraire de tout aussi, puisqu'on a un président du zigzag, on l'a vu par exemple sur le nucléaire, qui ferme des réacteurs, qui ferme Fessenheim, qui annonce la fermeture de 14 réacteurs, et puis qui, sous la pression de l'opposition et de la montée des prix de l'énergie, se résout à finalement annoncer 6 EPR supplémentaires. Donc on a un président qui a beaucoup parlé, mais qui n'a pas été un hyper-président comme l'était Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy, c'est un hyper-président, mais il décidait et il faisait. Et je peux vous dire que nous, les ministres, on avait une sacrée feuille de route, et on devait rendre des comptes quasiment tous les mois sur tout. Donc on était dirigé, certes, par l'Élysée plus que par Matignon, même si François Fillon a énormément travaillé à concrétiser les engagements de Nicolas Sarkozy, mais c'est vrai que le président était assez intrusif. Mais Emmanuel Macron, c'est pas ça qui se passe. Il décide de tout, mais il se passe rien. Et c'est ça, c'est complètement différent. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faut un président, une présidente. Vous avez compris que c'est ma préférence. Il faut une présidente qui sache décider, qui sache impulser, qui ait un programme qui soit complètement ficelé. Vous savez que j'ai confié à Bruno Retailleau d'écrire les 100 premiers jours de mon mandat. Pourquoi ? Parce qu'il y a la conquête du pouvoir, mais il y a aussi son exercice. Son exercice, on s'est trop focalisé depuis des années sur la conquête du pouvoir. Alors oui, les beaux parleurs, les bonimenteurs, oui, certes, ça peut faire des voix. D'ailleurs, si vous voulez le meilleur orateur, prenez Mélenchon. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est qu'il faut des acteurs. Il faut faire. Et donc, mon Premier ministre sera nécessairement une personnalité expérimentée, sera nécessairement un grand politique. Et c'est lui qui va mettre en musique le projet. Et cela, je m'y engage. J'ajoute que j'ai autour de moi, et c'est ma force, une formidable équipe de France. Une équipe de professionnels, regardez-les, ils sont là. Une équipe de professionnels, ils savent gérer, ils savent diriger. Ils ont dirigé des régions, des départements, des villes. Ils savent faire, ils sauront faire. Parce que les réformes qu'on va devoir faire, je peux vous dire, ça ne va pas être facile, hein. Ça va même demander beaucoup de courage, de ténacité et d'expérience. Donc c'est ça qu'on fera. Et puis, j'ai quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, mais le référendum. Moi, je n'ai pas peur du référendum. Et je considère que le président de la République doit en faire usage. Quand les Français nous disent il y a trop d'immigration, eh bien, il faut les écouter. Quand ils nous disent il y a trop d'insécurité, il faut les écouter. Quand ils nous disent on veut une nation une et indivisible et on veut que personne ne puisse se prévaloir de son origine ou de sa religion pour échapper à la loi commune, il faut les écouter. Et il faut changer les textes. Or, vous le savez bien, on a du mal à changer les textes. Le Sénat passe des lois qui sont souvent retoquées au Conseil constitutionnel. Donc moi, je redonnerai sa parole au peuple de France. Et nous ferons des référendums, nous ferons des réformes constitutionnelles sur l'immigration, mais aussi sur la sécurité, sur la laïcité. J'en ai pas parlé, mais la laïcité, pour moi, c'est un ciment aujourd'hui. On est dans une terre qui est une terre à la fois laïque et catholique, avec 2 traditions. Mais vous savez bien qu'aujourd'hui, pour faire vivre ensemble tous les Français, avec toutes leurs
croyances, toutes leurs convictions, toutes leurs origines, eh bien, il faut absolument que la laïcité soit mise au cœur, parce que la laïcité, c'est pas la négation des religions, c'est pas non plus, c'est le respect du fait de croire ou de ne pas croire, mais la laïcité, c'est surtout la neutralité de l'espace public. Nous avons besoin que l'espace public soit neutre pour permettre l'émancipation de nos enfants et de nos jeunes. Nous avons besoin que l'espace public soit neutre pour préserver les femmes aussi de l'emprise et de la soumission. Voilà, je l'ai dit dimanche dernier, Marianne n'est pas une femme voilée. Donc, on a la liberté, mais il faut protéger nos enfants. C'est le port du voile à l'école interdit, c'est la burqa interdit dans l'espace public, et puis c'est, comme les sénateurs l'ont voté, l'interdiction des signes religieux dans les compétitions sportives. Là encore, le gouvernement a failli, ils ont interdit, ils ont refusé de voter la loi que les sénateurs nous proposaient. Moi, je pense que le sport doit être préservé de toute interférence. Voilà. Donc, référendum, et référendum aussi d'initiative populaire, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin aussi que le peuple puisse prendre des initiatives. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Je suis Raphaël Etienne, j'ai 15 ans et j'ai une question à vous poser à propos de votre programme. Vous avez parlé tout à l'heure, et c'est je pense un point clé, du référendum d'initiative citoyenne, ou d'initiative populaire comme certains voudront l'appeler. C'est un outil qui est, je pense, essentiel à notre démocratie. Le général de Gaulle en avait fait usage, du référendum à l'époque, pour parer à la barrière parlementaire qui se présentait parfois. C'est un projet important qui peut redonner à notre peuple un certain pouvoir. Cependant, une organisation s'impose. Et en effet, il est complexe de faire s'exprimer d'une seule voix des personnes si différentes. Comment donc s'organisera-t-il et comment sera choisie la question posée à nos concitoyens? Merci beaucoup. Ah, question très précise. Réponse qui le sera un petit peu moins parce qu'on est en train de concerter justement avec les parlementaires pour savoir comment est-ce qu'on passe d'un référendum d'initiative partagée très verrouillé où seuls les parlementaires peuvent lancer l'initiative à un référendum inverse où c'est les citoyens qui lancent l'initiative en proposant par exemple une pétition en ligne et ensuite il y aura le Parlement qui se prononcera, soit le Sénat, soit l'Assemblée, qui se prononcera sur la validité de la question posée et qui permettra de la soumettre. Donc il y aura un processus d'initiative populaire, alors qu'aujourd'hui c'est une initiative parlementaire, mais il y aura nécessairement un passage devant le Parlement pour vérifier effectivement que la question posée rentre bien dans les questions qui doivent être posées. Parce qu'il n'est pas question que ce référendum d'initiative populaire ne vienne polluer l'action du gouvernement. Ça ne peut donc pas porter sur des textes qui sont aujourd'hui en discussion au Parlement ou des lois qui auraient été juste votées. Donc ce sera sur un certain nombre de sujets et bien spécifiques sur lesquels on pourra lancer ce référendum. Bonsoir Madame Pécresse. Juste une question finale sur le référendum. Vous savez que nous sommes aussi en Vendée, mais près de la Loire-Atlantique. Nous avons eu... Alors, est-ce que c'est vraiment un référendum? Je me pose encore la question. Voilà, nous avons eu un positionnement des habitants de Loire-Atlantique, notamment sur Notre-Dame-des-Landes. J'ai beaucoup de respect pour la parole des citoyens. Et quand on nous demande notre avis, l'intérêt, c'est que le plus fort l'emporte. Et même si c'est pas, que ce soit ma conviction ou pas sur le résultat final du référendum, moi, je veux savoir demain, et je pense que j'en suis sûre, mais j'espère que vous allez me confirmer ce soir,
que le résultat des référendums seront appliqués et que la voix des citoyens soit entendue. Merci. Absolument. Moi, les référendums qu'on organisera, je respecterai leurs résultats, contrairement à Emmanuel Macron à Notre-Dame-des-Landes. Parce que quoi qu'on pense du résultat, vous l'avez dit, madame, c'est la démocratie qui s'est exprimée. Et quand la démocratie s'exprime, c'est sacré. Ah, il y a une question. Il y a des questions. Ah. Madame la Présidente, bonsoir. Ici, ce sera comme ça. Ici, comme beaucoup de retraités, j'ai travaillé toute ma vie pour payer ma maison. Est-ce que vous envisagez de modifier les droits de succession? Ah oui, j'ai même oublié d'en parler. Je veux être la candidate de la transmission. Transmission des savoirs, transmission de la culture, transmission de notre histoire, transmission de nos modes de vie, mais aussi transmission de nos patrimoines. Et je veux un choc de transmission, parce qu'il y a beaucoup d'aînés qui aujourd'hui ont accumulé de l'épargne pendant la crise Covid, parce qu'on a été confinés. Donc je veux que ce patrimoine puisse circuler auprès des enfants, auprès des petits-enfants. Et donc, je vais raccourcir le délai. Aujourd'hui, on peut transmettre jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans. Moi, ce sera tous les 6 ans. Comme ça incitera à redonner maintenant aux enfants, aux petits-enfants. 50 000 euros aux neveux et nièces, aux frères et sœurs. Je veux un choc de transmission. Je veux mettre le pied à l'étrier de notre jeunesse. Et puis, pour les successions, moi, je veux que 95% des Français soient exonérés de droits de succession pour qu'ils puissent transmettre le fruit du travail de toute une vie qui a été tellement imposé. Vous savez, on est champion du monde des impôts. Champion du monde. Donc, tout ce que vous avez gagné, eh bien, a été déjà très largement imposé. Donc, je veux que 95% des droits de succession soient supprimés. Et j'ajoute que pour les PME, puisque vous savez que malheureusement, la désindustrialisation a continué pendant 5 ans sous le mandat d'Emmanuel Macron. Hein, vous le savez, 85 milliards de déficit de la balance commerciale. Ce chiffre dit tout. Ce chiffre, c'est le drame français. Ça veut dire que tous les chèques qu'on vous a faits, c'est pour acheter des biens importés. Voilà. Et c'est une France dépendante aujourd'hui. Donc il faut réindustrialiser. Et pour réindustrialiser, il faut s'appuyer sur ce tissu extraordinaire que nous avons de PME, et notamment de PME familiales et d'ETI familiales, d'entreprises de taille intermédiaire familiales. Et c'est le tissu économique de la Vendée. Donc ce que je veux, c'est que là aussi, pour la transmission des PME familiales, si les repreneurs, les héritiers s'engagent à garder pendant un certain nombre d'années leur titre de l'entreprise, eh bien, on puisse avoir 95% de défiscalisation pour qu'on puisse transmettre les entreprises familiales. C'est comme ça que les Allemands ont constitué leur tissu économique. C'est comme ça que l'industrie restera française et qu'on ne se fera pas piller à chaque succession nos petites pépites. Bonjour Madame Pécresse. Bonjour jeune homme, mais il y a beaucoup de jeunes dans cette salle. Oui. Beaucoup de jeunes motivés. Alors, j'ai 17 ans. Ma question se tournait au niveau de la confiance envers les jeunes, puisque disons que notre famille politique est connue par nos détracteurs pour être une famille qui ne respecte pas forcément ses engagements, qui ne respecte pas forcément les promesses qu'elle tient, au niveau des détracteurs, bien sûr. Hein. Et donc, non, j'en fais partie, donc voilà. À ce niveau-là, donc, il me paraissait intéressant de me demander ce que vous répondiez en fait aux jeunes qui n'avaient plus cette confiance envers les politiques à cause de certains qui les ont trahis après des promesses de rêve. Parfois, on vous accuse de un petit peu sortir le portefeuille. Qu'est-ce que vous répondez justement à ça? Eh bien, je leur réponds que je suis présidente d'une région. Je suis présidente d'une région
Et dans cette région, j'ai tenu mes engagements. Et si je ne les avais pas tenus, je n'aurais pas été réélu. Et c'est ce qu'on peut prouver, c'est que quand on est réélu, c'est que les électeurs vous font confiance. Donc je leur dis, moi je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Mais sur la jeunesse, j'ai oublié de parler d'un projet qui me tient à cœur, qui est la Banque des jeunes. Et cette Banque des jeunes, c'est une banque que je veux faire avec les réseaux bancaires et une garantie de l'État pour permettre aux jeunes de briser l'autocensure. Parce que dans beaucoup de départements, notamment dans les départements ruraux, on a trop de jeunes qui ne poursuivent pas leurs études après le bac. Et ils ne poursuivent pas leurs études après le bac, pourquoi ? Parce que ça coûte cher d'aller vivre à Nantes. Ça coûte cher d'aller vivre à Bordeaux ou à Paris. Et donc, ils hésitent. Et finalement, ils finissent par rester dans leur village ou par rester dans leur territoire. Et ils n'osent pas. Donc moi, ce que je veux, c'est pouvoir financer leurs études et qu'ils ne remboursent que quand ils gagneront un certain niveau de salaire. Pourquoi ? Pour les rassurer. Parce qu'on peut aussi tenter, on peut aussi, à un moment donné, avoir des difficultés. Donc je veux qu'ils puissent emprunter dans la sérénité pour pouvoir mener ce projet d'études. Et c'est important. J'ai un choc de transmission pour les jeunes qui ont des parents qui peuvent les aider, mais je veux aussi cette banque des jeunes pour les jeunes qui n'ont pas d'héritage. Bonsoir Madame Pécresse, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Ludovic Pontoro, j'ai 46 ans, j'ai construit à Roche-Charvière il y a 12 ans. J'ai fait une maison avec un terrain de 500 mètres carrés, avec 55 € le mètre carré. Aujourd'hui, 10 ans après, dans la même commune, il est à 100 € le mètre carré. Et aujourd'hui, sur la côte, on voit que les jeunes issus de Saint-Gilles, de tout, ne peuvent pas faire construire. L'immobilier augmente, le pouvoir d'achat augmente. Monsieur Macron, aujourd'hui, il ne fait rien, même pour l'handicap, même pour l'apprentissage, même pour l'école. Votre discours, il est très bien. Et je voudrais que vous aidez tout le monde, parce que le pouvoir d'achat, les produits alimentaires augmentent. Les jeunes d'aujourd'hui, j'en vois à mon âge, qui sont au resto du cœur. Ils étaient chez leurs parents, qui vivaient, et aujourd'hui, c'est incroyable de voir ça. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et je pense que vous êtes la première. Eh bien, écoute, vous savez, il y a en France des tenants de la décroissance. La décroissance, c'est cette idéologie qui dit que, eh bien, pour sauver la planète, il ne faut plus rien faire. Il ne faut plus rien toucher. Il ne faut plus prendre l'avion, c'est vrai. Il ne faut plus prendre sa voiture. Il ne faut pas prendre non plus le métro parce que ça fait des gares et que donc du coup, ça empiète sur les territoires agricoles. Donc démobilité, décroissance. Bon, la France ne supporterait pas la décroissance. Et moi, je le dis, je n'opposerai jamais l'écologie à la qualité de vie. La qualité de vie, c'est être bien logé. Le mal-logement est un drame pour les familles. C'est un drame pour nos jeunes, mais c'est un drame pour les familles. Et avec le confinement, on a vu trop de problématiques du mal-logement. Et le problème, c'est que si on ne construit pas, eh bien, du coup, un certain nombre de personnes garderont les logements qui devraient aller aux plus démunis. Donc, en plus, c'est très antisocial de ne pas construire. Parce qu'il faut un parcours résidentiel, il faut que ceux qui ont les moyens puissent devenir propriétaires. Et puis, il faut que ceux qui n'ont pas les moyens puissent devenir locataires. Et puis, ceux qui ont moins de moyens encore puissent devenir locataires sociaux. Il faut des parcours résidentiels. Moi, je revendique de reprendre ce beau projet d'une France de propriétaires. Alors, comment on fait pour les jeunes ? Il faut qu'on construise plus. Et pour ça, il faut faire confiance aux maires. M-A-I-R-E-S. Parce que c'est eux qui savent comment on dessine une ville. Et c'est eux qui sauront si on peut construire à tel ou tel endroit et si c'est bien. Et il faut leur redonner ce pouvoir. Aujourd'hui, malheureusement, on a créé une norme qui s'appelle le zéro artificialisation nette, qui, dans les métropoles, est une très bonne norme. Moi, je l'applique chez moi, en Île-de-France, parce qu'il faut protéger les terres agricoles, parce qu'il faut protéger les espaces naturels. Mais c'est une norme qui ne doit pas s'appliquer, j'allais dire, arbitrairement dans un territoire plus rural. Il faut que le maire puisse décider du visage de sa ville avec son conseil municipal. Et il faut qu'il puisse continuer à construire.
Il faut qu'ils puissent continuer à construire pour que le logement ne coûte pas trop cher. Et puis, il faut qu'ils puissent aussi rénover les centres-bourgs. Là aussi, dans la table ronde que j'ai eue cet après-midi avec des professionnels du bâtiment, on me dit qu'il faut aussi qu'on aide à la déconstruction des ruines dans les centres-bourgs, qu'on aide à la reconstruction des maisons. Donc, sur tous ces sujets-là, moi, j'ai un engagement. Je vais prendre un engagement, 500 000 constructions et rénovations par an. C'est ça l'objectif qu'il faut atteindre pour pouvoir lutter contre le mal logement et permettre à nos jeunes de pouvoir se loger. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est 360 000 logements par an. C'est beaucoup trop peu. Et si on continue comme ça, aujourd'hui, on vous parle de la hausse des prix de l'énergie, mais demain, le vrai gros problème que nous aurons, ce sera l'impossibilité pour les Français de se loger. Et c'est déjà commencé. Et ici, en Vendée, vous avez énormément de télétravailleurs, vous avez énormément de gens de la ville qui viennent pour occuper les maisons. Vous le savez, il faut qu'on préserve le pouvoir d'achat des jeunes Vendéens. Et j'ajoute que je ferai un prêt à taux zéro sur toute la France. C'est quoi le prêt à taux zéro? Le prêt à taux zéro, vous savez, c'est un instrument qui permet aux jeunes d'avoir un apport initial quand ils n'en ont pas. Et aujourd'hui, c'est que dans les zones tendues qu'on fait du prêt à taux zéro. Moi, je veux qu'on le fasse dans toute la France parce que je veux que la ruralité puisse en bénéficier. Je veux que tous nos bourgs, tous nos villages puissent vivre. Bonsoir Madame Pécresse. Moi je suis étudiant, donc Augustin, je viens de Nantes, je suis étudiant en gestion de patrimoine en Master 1. Ma question c'est qu'aujourd'hui, la plupart de nos compatriotes se plaignent en banque notamment de la fiscalité. On paie de plus en plus de fiscalité. Vous pouvez voir que la CSG depuis des années ne cesse d'augmenter. Quelle serait votre mesure en fait, voilà, dans quelles conditions comptez-vous alléger la fiscalité en France? Oula, grosse question. Moi, j'ai plutôt axé, comme maintenant on est fiscalisé à la source, j'ai plutôt axé ma priorité sur la hausse des salaires en enlevant des charges sociales sur les salaires. Donc c'est ça ce que je vais faire, enlever des cotisations retraite sur les salaires pour pouvoir augmenter les salaires de 3%. Et puis ensuite, je baisserai les impôts de production des entreprises pour les rendre compétitifs, pour qu'on crée encore plus d'emplois en France. C'est indispensable. Vous avez vu le rapport qui est sorti il y a quelques jours. Nous ne sommes plus compétitifs par rapport aux autres pays. Et c'est pour ça qu'évidemment, on exporte moins et qu'on n'est pas la grande puissance économique que nous devons être. Être une grande puissance économique, c'est important pour créer de l'emploi, mais c'est aussi important pour le rayonnement international de la France. Vous avez vu que M. Poutine, il a attendu que le Premier ministre allemand vienne le voir pour faire la désescalade en Ukraine. Quand Emmanuel Macron est venu le voir, zéro résultat. Bah oui, mais c'est parce que les Russes, c'est comme les Chinois aujourd'hui, ou les Américains, ils respectent plus les Allemands que nous. Et ils respectent plus les Allemands parce que c'est un peuple qui a une grande puissance économique et dont les approvisionnements sont importants pour les pays. Donc il faut qu'on baisse ces impôts de production des entreprises. Donc j'ai promis déjà 10 milliards de baisse d'impôts de production, mais il y en aura davantage en fonction de la politique salariale que les entreprises mèneront. Mais moi, je veux qu'on ramène les impôts de production des entreprises françaises dans la moyenne de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on a 35 milliards d'euros de différence. Mais pour faire ça, il faut faire des économies. Des économies, chers amis. Alors je sais, on va me dire, quand je dis qu'il faut supprimer 200 000 postes de fonctionnaires, on me dit, oulala, il ne faut surtout pas, tous les postes sont importants. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Chaque personne est importante. Mais les postes ne sont pas importants. Les postes, ça ne veut rien dire. Si vous avez... On n'arrête pas d'ouvrir des bureaux en France. On ouvre des bureaux, on ferme des écoles. On ouvre des bureaux, on ferme des lits à l'hôpital. Moi, je veux rouvrir des lits, je veux rouvrir des écoles et je veux fermer des bureaux. Vous savez, on a des agences partout. Et tout le monde fait tout. L'État, la région, le département. Alors, on va décentraliser. On va décentraliser pour économiser, pour plus avoir de doublons. Voilà. Et comme ça, on pourra effectivement supprimer un certain nombre de postes
et récupérer cet argent pour créer 50 000 nouveaux postes. J'en supprime 200 000, j'en crée 50 000. 50 000 dans protéger, éduquer, soigner. 50 000 dans l'éducation, la justice, et puis le soin, l'hôpital. Et puis, ça permettra aussi, ces économies, de mieux rémunérer les fonctionnaires. Parce que s'il y a moins de fonctionnaires, il faut qu'ils soient mieux rémunérés. Pardon. S'il y a moins de fonctionnaires, il faut qu'ils soient mieux rémunérés. Et puis, ça permettra aussi de baisser les impôts. Bonsoir Madame Pécresse. Donc, je m'appelle Élodie, j'ai 23 ans. Je passe les concours de la fonction publique d'État, donc je suis future fonctionnaire. Donc, je m'interroge justement sur le fait que vous vouliez supprimer ces 200 000 fonctionnaires. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Et oui, alors ces 200 000 postes, voilà, j'aimerais bien savoir si vous allez les reformer ou qu'est-ce que vous allez faire de ces postes. Et deuxième petite question, on dit souvent que la France compte trop de fonctionnaires. Il y a 5,5 millions de fonctionnaires en France. C'est pas plus qu'en Allemagne ou chez nos voisins européens. Et je voulais savoir si le problème, si vous ne pensez pas finalement que le problème, c'est pas tant de supprimer les fonctionnaires, mais plutôt un manque d'efficacité et un manque de formation. Oui, alors moi je ne supprime pas les personnes. Hein. Je ne remplace pas les personnes qui partent en retraite. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Mais si vous voulez, je vous donne des exemples. Vous savez, il y a 2000 guichets d'aide aux entreprises en France. 2000 guichets. Ça veut dire que les entreprises françaises, elles ont 2000 endroits où elles peuvent demander des subventions. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on fasse cette réforme de l'État. Il faut qu'on dépense mieux l'argent. Donc effectivement, il y aura des suppressions de postes. Mais moi, je l'ai fait dans ma région. Hein. J'ai supprimé 15 structures, j'ai récupéré tous les agents et je les ai réorientés dans d'autres métiers. Mais on aura toujours besoin de fonctionnaires. Le service public, c'est un supplément d'âme. Simplement, il faut que ce service public, d'abord, il soit plus efficace. La notion de performance publique, ce n'est pas un gros mot, la performance publique. Quand vous demandez une autorisation à l'État, il faut que l'autorisation elle arrive vite. Donc il va falloir aussi numériser, il va falloir aussi digitaliser. Et ça permettra de faire une meilleure administration. Donc ne soyez pas inquiète pour votre avenir, chère mademoiselle. Vous aurez beaucoup plus de responsabilités si l'État marche mieux. Vous savez, dans ma région, je vous dis, j'ai supprimé des structures qui étaient en doublon. Et bien, du coup, les agents, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de responsabilités et ils sont très heureux. Parce qu'en fait, on est plus heureux quand on est agent public, quand on a une belle mission à remplir, pas quand il y a 3 bureaux qui font la même chose à 3 endroits différents. Donc, vous verrez, ce sera aussi une très belle réforme pour vous. Et puis, si on ne supprime pas de postes, on ne pourra pas revaloriser les traitements. Hein. Bonjour Madame Pécresse, je m'appelle Raphaël Baudin-Lehmann, j'ai 16 ans, je vais bientôt en avoir 17. Et j'ai une question pour vous sur votre avis sur internationalement, par exemple votre avis sur l'OTAN. Aussi, est-ce que vous comptez faire un rapprochement politique avec la Russie ou la Chine? Et votre avis sur l'UE aussi. Merci. Oula, on est parti pour 1 heure. Non, sur l'OTAN. Moi je pense, alors c'est vrai que certains ont dit, avec ce que les États-Unis nous ont fait en Australie, il faudrait quitter le commandement intégré de l'OTAN. Bon, moi je ne fais pas ça, parce que je pense qu'on ne peut pas surréagir comme ça à, j'allais dire, un coup de canif dans le contrat, mais bon, voilà, on choisit une alliance. Nicolas Sarkozy a décidé de rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN. On y est rentré. Maintenant, on ne va pas en ressortir parce qu'il y a un geste qui nous déplaît. On est dans l'OTAN, c'est notre alliance, c'est une alliance importante, mais dans l'OTAN, on est alliés et pas alignés. Et dans l'OTAN, nous gardons, il faut le savoir, hein, notre souveraineté nationale sur l'emploi des forces. Moi, ce que je voudrais dans l'OTAN, c'est qu'il y ait un pilier européen qui puisse se créer. Et je pense que les États-Unis de Joe Biden sont prêts à ce que l'Europe s'émancipe
un petit peu dans l'OTAN et prenne un peu plus sur ses épaules la charge de sa sécurité. Ça m'amène à votre deuxième question. Oui, je pense que Emmanuel Macron n'aurait pas dû laisser passer 3 années sans aller parler à Vladimir Poutine. La Russie, il faut lui parler tous les ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les croit à chaque fois qu'ils parlent, mais ça veut dire qu'on noue un dialogue qui est quand même aussi basé sur une certaine lucidité, un certain rapport de force, c'est vrai, mais un dialogue tous les ans construit. Et puis oui, sur la question de la sécurité en Europe, ce que je crois, c'est qu'il est temps aujourd'hui de faire une grande conférence sur la sécurité de l'Europe. Une grande conférence dans laquelle il y aura l'Union européenne, tous les États de l'Union européenne, dans laquelle il y aura la Russie, dans laquelle il pourrait y avoir la Grande-Bretagne, dans laquelle il pourrait même y avoir la Turquie, et qu'on se mette autour de la table pour décider comment on protège l'Europe nous-mêmes et comment on sécurise l'Europe. Ça s'appelle l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, et c'était un projet du général de Gaulle. Alors ça ne veut pas dire évidemment que je vais faire rentrer la Russie dans l'Union européenne ni la Turquie. Vous avez bien compris qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il s'agit d'une alliance pour la sécurité de l'Europe. En revanche, sur l'Union européenne, moi ce que je veux, c'est une France forte dans une Europe puissante. Et aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui pratique la diplomatie de la posture. Il donne des leçons et il parle. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une diplomatie d'influence. Ce n'est pas du tout pareil. Une diplomatie d'influence, c'est une diplomatie qui défend les intérêts de la France en Europe. C'est ce que font les Allemands, c'est ce que font les Britanniques. Et on en parlait avec les pêcheurs, on en parlait avec les agriculteurs, c'est ce que font les Espagnols aussi, beaucoup mieux que nous. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'être forts et d'être puissants en Europe. Ça veut dire aussi envoyer des jeunes talents de la fonction publique d'État à Bruxelles. Il faut qu'on ait beaucoup plus de Français à Bruxelles. Et puis, il faut qu'on défende nos intérêts, notre industrie de défense, le nucléaire. Il faut qu'on défende la taxe carbone aux frontières, une vraie taxe carbone, parce que pour l'instant, c'est 800 millions de taxes carbone aux frontières. Ce n'est pas assez. Au départ, dans l'ambition initiale d'Emmanuel Macron, mais comme toujours, ça a fait pchit. C'était 15 milliards d'euros, la taxe carbone aux frontières de l'Europe. C'est beaucoup plus important, parce que 15 milliards d'euros de taxe carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se met vraiment à taxer les produits importés qui sont polluants et qu'on rééquilibre au profit du fabriqué en Europe, du fabriqué en France, les règles du jeu. Et nous, comme on a les normes les plus élevées, qu'on en a plus que tout le monde, cette taxe carbone sera un atout pour nous. Et moi, je le dis à nos agriculteurs, je n'accepte plus que nous importions en France des produits alimentaires étrangers qui ne respectent pas nos normes environnementales. Ça n'est pas possible. Bruno Retailleau disait tout à l'heure, c'est un rapport du Sénat, que je crois que j'ai bien retenu, Bruno, 1 jour et demi sur 5, nous mangeons des produits étrangers, et un quart de ces produits ne sont pas produits selon les normes que nous imposons à nos agriculteurs. Ça n'est pas normal. Alors, ce n'est pas la faute des Français, Les Français, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, donc ils achètent les produits premier prix. Mais nous devons absolument imposer des circuits courts, des produits locaux dans nos cantines. Alors, ce sera un peu plus cher. Peut-être qu'il faudra faire des chèques alimentaires pour les personnes les plus déshéritées pour qu'elles puissent avoir accès à une alimentation de qualité. Mais je le dis, il faut qu'on puisse produire français, savourer français. C'est fabriquer en France, c'est très important. Il n'y a pas de grand pays sans grande industrie, il n'y a pas de grand pays sans grande agriculture. Alors, comme il est déjà tard, nous allons prendre la dernière question. Bonsoir, Madame Pécresse. Tout d'abord, je dois vous remettre un courrier qui est, je vais me présenter, Francis Bernard, président de l'UDAF de la Vendée. Donc, UDAF, c'est Union départementale des associations familiales. J'ai rencontré la présidente de l'UNAF il n'y a pas longtemps. Donc, Madame Blanc. Donc, je vais vous remettre un courrier. Donc, c'est une question que vous pourrez étudier. C'est une question sur les mesures ad hoc
mineurs et MNA. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les mineurs non accompagnés? Je vous laisse le vous me choix direz. de regarder le courrier. D'accord, je regarderai. Donc, pour la question, depuis plus de 10 ans, les familles sont les plus grandes perdantes de la politique familiale défavorable. Donc, baisse de la natalité, peu de visibilité et inquiétude quant au soutien financier de l'État. Une question, vous n'avez pas parlé, donc l'augmentation des violences au sein des couples dont les enfants sont des victimes marquées durablement. Bref, la liste peut être longue. En quelques mots, pourriez-vous nous partager votre vision de la politique familiale en mesure de redonner confiance et espoir aux familles? Alors, j'ai déjà parlé effectivement de ma politique d'augmentation des allocations familiales et d'allocations familiales dès le premier enfant. Je souhaite aussi qu'on travaille, notamment en milieu rural, sur un service public de la petite enfance. Alors, je sais que le Conseil économique et social est en train de regarder ce point. Il faut, comme en matière de santé, qu'on puisse mettre toutes les collectivités autour de la table et tous les acteurs pour essayer de permettre la garde d'enfants et d'augmenter l'offre de garde d'enfants, notamment dans les territoires ruraux. C'est très important si on veut y faire revenir des familles. La politique familiale, pour moi, c'est aussi l'école, c'est aussi le soutien scolaire gratuit pour les enfants qui n'ont pas les moyens, parce que vous le savez, l'école est gratuite, mais il y a des inégalités par l'argent entre ceux qui peuvent payer les petits cours à leurs enfants et ceux qui ne peuvent pas les payer. Donc ce sera aussi ce soutien scolaire gratuit, ce sera le rétablissement des bourses au mérite, et je le dis pour les enfants bacheliers, mention très bien, elles ont été supprimées par Najat Vallaud-Belkacem, qui avait eu cette phrase terrible, elle avait dit, mais s'ils ont mention très bien, ils n'ont pas besoin de bourse. Bah si, au contraire. Au contraire, ils sont notre fierté, ils sont leur fierté de leur famille, la fierté de leur lycée, la fierté de leur village ou de leur ville. Ils doivent pouvoir aller faire les études de leur choix. Donc là-dessus, on aura une politique qui sera une politique vraiment d'aide et d'appui sur les familles. Donc je vous ai parlé aussi du prêt à taux zéro, du bail réel et solidaire aussi que je voudrais faire pour qu'on puisse devenir propriétaire sans acheter le terrain, mais juste en achetant le foncier. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la famille que je ne vous ai pas encore dit? Alors, par rapport aux violences conjugales, oui, très important. Par rapport aux violences conjugales et intrafamiliales, moi, je veux un parquet spécialisé. Parce que vous le savez, les Républicains ont fait voter une loi très intéressante qui a été adoptée à l'unanimité, qui dit que les ordonnances de protection doivent être signées dans les 6 jours, mais elle n'est pas du tout respectée. Donc il faut qu'on ait des parquets spécialisés qui jugent idéalement dans les 24-48 heures les ordonnances de protection, qui les prononcent très vite. Parce qu'on sait que 85% des femmes qui vont décéder sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-compagnon avaient porté plainte avant. 85%. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que la société réagisse à ce phénomène avant. Et puis je voudrais vous parler un petit peu aussi des familles monoparentales, comme on dit. Famille monoparentale, c'est 90% des femmes seules avec des enfants, des mamans solo. Pour ces mamans, les pensions alimentaires qu'elles reçoivent pour l'éducation de leurs enfants sont incluses dans leurs revenus. Ça peut leur faire perdre beaucoup de droits à des aides, à la prime d'activité, à des APL, à des aides au logement. Moi, je défiscaliserai ces aides, ces pensions alimentaires, parce qu'on sait, quand on se sépare, c'est 20% de coût de la vie en plus qu'on se prend tout de suite, et les femmes sont toujours les grandes perdantes, et donc je pense qu'il faut les aider à assurer la responsabilité de leur famille. Voilà, et sur les différentes familles, moi je tiens à dire aussi que je suis viscéralement contre la gestation pour autrui, parce que c'est la marchandisation du corps des femmes. Et moi je suis contre la société du tout marchand. Moi je souhaite aujourd'hui que dans la société dans laquelle nous vivons, le corps humain, les organes du corps humain, tout ça ne puisse pas faire l'objet ni d'une location ni d'un achat.
Chers amis, il va falloir conclure. Il va falloir conclure. Alors oui, la France des mois qui viennent va être une France qui aura envie de liberté, qui aura envie de tourner une page. Alors moi, je vous le dis, il est temps. Il est temps de tourner la page Emmanuel Macron. Il est temps aujourd'hui de redonner le pouvoir à une équipe qui trace un sillon droit, pas une équipe qui zigzague, pas une équipe qui dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre, pas une équipe, pas un président caméléon qui est systématiquement dans le plaire et jamais dans le faire. Alors ne lui donnez pas un mandat de plus, les amis. 5 ans, c'était trop. Et 10 ans, ce sera trop tard. Merci à tous.